Vous écoutez Radio Air Libre. Dans la série Les Maudits, je me propose d'étudier ce soir, avec vous, un discours célèbre. Il s'agit du programme du gouvernement de Front Populaire, allocution radiodiffusée de Léon Blum, qui date du 5 juin 1936, allocution prononcée à 12h30. Le gouvernement de Front Populaire est constitué. Appelé hier à 6h du soir par Monsieur le Président de la République, je lui ai remis, séance tenante, la liste de mes collaborateurs. Le gouvernement se présentera dès demain devant les chambres. Dès aujourd'hui, il veut prendre contact avec le pays. Son programme est le programme de Front Populaire. Parmi les projets dont il annoncera le dépôt immédiat et qu'il demandera aux deux chambres de voter avant leur séparation, figure la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. Il est donc résolu à agir avec décision et rapidité pour les travailleurs de la terre comme pour les travailleurs des usines. Il fera tout son devoir. Il ne manquera à aucun des engagements qu'il a pris. Mais sa force réside avant tout dans la confiance qu'a mise en lui le peuple de France, et il en réclame aujourd'hui le témoignage aux millions d'électeurs qui l'ont porté au pouvoir. L'action du gouvernement, pour être efficace, doit s'exercer dans la sécurité publique. Elle serait paralysée par toute atteinte à l'ordre, par toute interruption dans les services vitaux de la nation. Toute panique, toute confusion servirait les desseins obscurs des adversaires du Front Populaire, dont certains guettent déjà leur revanche. Le gouvernement demande donc aux travailleurs de s'en remettre à la loi pour celles de leurs revendications qui doivent être réglées par la loi, de poursuivre les autres dans le calme, la dignité et la discipline. Il demande au patronat d'examiner ses revendications dans un large esprit d'équité. Il déplorerait qu'une tactique patronale d'intransigeance parût coïncider avec son arrivée au pouvoir. Il demande enfin au pays tout entier de conserver son sang-froid, de se défendre contre les exagérations crédules et les rumeurs perfides, d'envisager avec pleine maîtrise de lui-même une situation déjà dramatisée par les observateurs malveillants de la France, mais que les efforts d'une volonté commune doivent suffire à résoudre. La victoire des 26 avril et 3 mai reçoit aujourd'hui sa pleine consécration. Un grand avenir s'ouvre devant la démocratie française. J'adjure, comme chef du gouvernement, de s'y engager avec cette force tranquille qui est la garantie de victoires nouvelles. Ce texte est extrait de l'œuvre de Léon Blum, 1934-37, paru chez Albin Michel à Paris en 1964. Tout texte demande à être situé dans le développement chronologique. Ici, nous avons même l'heure. Il nécessite la connaissance des événements qui précèdent et qui suivent. Ici, le texte prépare la réunion de l'hôtel Matignon entre patrons et syndicalistes qu'il ne s'agit pas de traiter. Il annonce les mesures du gouvernement qu'il ne faut pas développer. Il faut saisir
ce que le texte aborde de façon implicite, les grèves. Une allocution est un discours relativement bref. Il faut la différencier de la déclaration que Blum présente l'après-midi devant la Chambre des députés, plus longue et plus complète. Une allocution doit frapper les destinataires par sa brièveté. La radiodiffusion transmet le discours. La radio se développe. La France n'occupe que le 20e rang pour la densité radiophonique. Près d'une famille sur 3 possède un poste de TSF. Les stations appartiennent à l'État, 15, ou sont privées, 12, le plus souvent propriété de journaux. Les régions les plus pauvres sont les moins bien dotées. Les ministres ont pris l'habitude de s'exprimer à la radio, par exemple Tardieu en 1932 ou Doumergue en 1934. La campagne électorale de 1936 utilise la radio. L'écoute au moment du déjeuner est peu répandue. Ce choix peut relever d'une hâte à transmettre un message important. En s'adressant au pays avant les députés, Blum veut signifier une dette envers ses électeurs et toucher directement les acteurs du mouvement gréviste, les ouvriers et les patrons. Dans quel contexte est prononcée cette allocution? Il faut situer les grands événements de la période et éviter d'aborder immédiatement le contenu du texte. Or, le discours de Blum est très explicite de ce point de vue. Nous devons comprendre le processus de formation d'un gouvernement sous la Troisième République. La France traverse une crise économique et sociale doublée d'une crise politique générale. L'instabilité ministérielle règne et, depuis février 1934, 5 cabinets se sont succédés. Les élections législatives se déroulent les 26 avril et 3 mai. Au scrutin d'arrondissement uninominal à 2 tours. Pour répondre à la crise, les partis de gauche ont passé un accord de désistement au second tour. La Chambre des députés se compose maintenant d'une majorité nette de gauche, dite de Front populaire, comprenant un groupe socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, donc SFIO, de 146 députés. Le dirigeant du parti le plus nombreux est chargé de former le nouveau gouvernement. Mais il ne prend ses fonctions que lors de la première réunion de la Chambre, convoquée 1 mois après l'élection. Le gouvernement présidé par le radical socialiste Albert Sarraut reste donc en place jusqu'au 5 juin. Le 11 mai, des grèves commencent au Havre, à Toulouse, dans des usines d'aviation, puis dans des usines métallurgiques de la banlieue parisienne. La résistance patronale, laissant supposer des lock-outs, amène les grévistes à innover en occupant les usines. Depuis début juin, une extension du mouvement se produit en région parisienne, dans le bâtiment, dans la chimie, dans le textile et en province. Le mouvement devient général. Si la victoire électorale est explicite, le mouvement gréviste n'est mentionné qu'implicitement. Tout le monde sait que les ouvriers sont en grève, il n'y a pas besoin d'en parler. Né en 1872, Blum, ancien élève de l'École normale supérieure, devenu conseiller d'État, vient d'être réélu député socialiste SFIO de l'Aude, qu'il représente depuis 1928. Il dirige le quotidien du Parti socialiste SFIO, Le Populaire. Sans occuper une responsabilité dirigeante dans le parti, il est considéré comme le principal inspirateur de sa politique qu'il a contribué à enrichir. Dans ce texte,
5 parties de longueur inégale se détachent. Premièrement, la mise en place du gouvernement. Deuxièmement, les premières mesures. Troisièmement, les raisons particulières de l'action gouvernementale. Quatrièmement, l'appel à la solution du conflit social. Et enfin, cinquièmement, les envois au nom des grands principes. L'explication du texte abordera 5 points. La question du gouvernement et de sa constitution, le programme, les premières mesures envisagées, les solutions proposées pour mettre fin au gouvernement gréviste, et enfin, ce que le texte nous apprend sur le contexte. Commençons donc par la question du gouvernement et de sa constitution. Le président de la République, selon l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, respecte les orientations des parlementaires en matière de gouvernement depuis 1879. L'habitude a été prise, au lendemain des élections, de confier la direction du gouvernement au chef de la majorité parlementaire. Le président Albert Lebrun, né en 1871, ingénieur et sénateur de Meurthe-et-Moselle, est devenu président de la République en mai 1932. Après le deuxième tour des élections législatives, Le Populaire, le 5 mai, titre « Le Parti socialiste est prêt à former le gouvernement de Front populaire ». La majorité de Front populaire comprend 2 autres grands partis. Le Parti radical-socialiste, 115 députés, et le Parti communiste, 72 députés. S'y ajoutent 45 députés qui se rangent sous la bannière de la nouvelle majorité. Dès le 6 mai, le secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, annonce dans une conférence de presse qu'il revient au Parti socialiste de prendre la direction des affaires publiques. Je citais. Il assure de, je cite à nouveau, « notre soutien le plus complet ». Fin de citation. Le Conseil national du Parti socialiste et ses FIO, le 10 mai, décide d'offrir à ses alliés de participer au gouvernement. Le 14 mai, le Parti communiste refuse. Le 13 mai, le Parti radical-socialiste accepte. En outre, Blum propose à la Confédération générale du travail de participer au gouvernement. Cette dernière accepte seulement de collaborer avec le gouvernement. Le 30 mai, le Congrès national du Parti socialiste et ses FIO approuvent les orientations du futur gouvernement. Le jeudi 4 juin 1936, le gouvernement Sarraut démissionne. Le président de la République appelle Blum, qui lui transmet immédiatement la composition de son gouvernement. Ce dernier comprend 21 ministres et 14 secrétaires d'État, dont 3 femmes, innovation en raison de la non-participation des femmes aux élections. Les 3 composantes sont représentées parmi les 3 ministres d'État. Camille Chautemps, radical-socialiste, Paul Faure, socialiste SFIO, Maurice Violette, républicain socialiste. Les radicaux occupent la défense nationale, avec Édouard Daladier, les affaires étrangères, avec Yvon Delbos. L'éducation nationale, enfin, avec Jean Zay. Les socialistes SFIO occupent les ministères économiques et sociaux. Vincent Auriol aux finances, l'intérieur avec Roger Salengro, les colonies avec Marius Moutet. Des innovations apparaissent, notamment Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État
au sport et aux loisirs. Passons, dans un deuxième temps, au programme du gouvernement de Front populaire. Il n'y a pas réellement de programme de Front populaire, mais un appel du Comité national du Rassemblement populaire entre les deux tours des élections législatives à se prononcer pour réaliser le programme élaboré par le Rassemblement populaire, je citais. Le Rassemblement populaire, cartel d'organisation, publie le programme que celle-ci propose le 10 janvier 1936. Notons qu'il s'agit ici d'une concession faite par le Parti communiste qui proposait l'élaboration d'un véritable programme commun aux formations politiques. Pour le premier tour des élections, chaque parti présente son propre programme. Quelles sont les premières mesures envisagées? Blum extrait les mesures urgentes. D'abord, la semaine de 40 heures. Le programme du Rassemblement populaire n'est pas aussi explicite. Il ne parle que de réduction de la semaine de travail sans réduction du salaire hebdomadaire, je citais. Depuis la loi du 23 avril 1919, la journée de travail est de 8 heures. Mais cette loi ne reçoit pas d'application et de multiples exceptions interviennent. La question de la durée du travail a été une revendication constante des syndicats. En fait, dans les années 30, la semaine de travail est de 48 heures. Seule la Confédération générale du travail, la CGT, dans son programme, prévoit la semaine de 40 heures. Quand Blum parle des réformes réclamées par le monde ouvrier, il fait allusion aux revendications des grévistes relayées par les syndicats. Deuxième mesure, les contrats collectifs. Depuis la loi du 25 mars 1919, les conventions collectives sont obligatoires, mais elles n'engagent que les seuls signataires sans possibilité d'extension. Il y a peu de conventions, textes paritaires précisant les conditions de travail et de rémunération. Enfin, les congés payés. Cette revendication apparaît dans le programme de la CGT. Quelles sont les solutions proposées pour mettre fin au mouvement gréviste? Nous verrons qu'elles sont de plusieurs types. Le vote par les chambres. Selon la Constitution, la Chambre des députés et le Sénat doivent voter les projets de loi. Deuxième solution, Blum invite les forces en présence à respecter la légalité. 3. Il invoque le rôle de l'État dans l'organisation économique et sociale. Que nous apprend ce texte sur le contexte? Tout d'abord, les grèves. Blum met en garde les travailleurs des services vitaux, chemin de fer, transport notamment. La question du ravitaillement de Paris le préoccupe. Les réponses patronales relèvent souvent de l'intransigeance, pour utiliser le terme de Blum, d'où les occupations d'usines pour devancer les lock-outs toujours possibles. Deuxième élément, les adversaires du Front populaire parlent de conjuration, de complot soviétique ou allemand. Il importe de conclure ce commentaire et de voir l'intérêt et la portée de cette allocution. Que nous annonce ce texte? Tout d'abord, la séance du 6 juin à la Chambre des députés. Ensuite, les dépôts des projets de loi le 9 juin
examiné par une commission spéciale de 33 membres, présidée par Albert Serrol. Premier projet de loi, les congés payés. Loi du 11 juin, vote à la quasi-unanimité, 563 voix contre 1. Deuxième projet de loi, les conventions collectives. Loi du 11 juin, vote à la quasi-unanimité, 571 voix contre 5. Troisième projet de loi, la loi des 40 heures, rapportée par André Philippe, pose problème. En commission, les communistes demandent son extension immédiate à l'agriculture. Dans le texte, Léon Blum parle des travailleurs de la terre. Un radical se montre réticent. Paul Reynaud craint pour les industries d'exportation. La discussion reprend à la Chambre. Pour André Philippe, les 40 heures accroîtront les possibilités de loisirs et permettront la réduction du chômage. Reynaud estime que les prix de revient seront accrus. Le texte est finalement voté dans la nuit du 11 au 12 juin. 408 voix contre 160. Ces lois sont présentées au Sénat et votées après discussion. Le 17 juin, les congés, 295 voix contre 2, les conventions, 279 voix contre 5, et le 18 juin, les 40 heures, 182 voix contre 64. Voyons maintenant ce que le texte occulte. Avant l'allocution, le matin du 5, Lambert Ribaud, du comité des forges, par l'intermédiaire de Grunebaum-Balin, téléphone à Blum pour lui indiquer que le patronat ne peut plus contrôler la situation, d'où les appels au calme, à la dignité et à la discipline de Blum. Blum reçoit une délégation patronale le soir du 5, avec Lambert Ribaud et Duchemin, responsable de la Confédération générale de la production française, qui lui demande d'intervenir. La CGT, saisie par Salingro, accepte. Le 7 juin, commence à l'hôtel Matignon la rencontre, sous la présidence de Blum, entre dirigeants patronaux et dirigeants syndicalistes. Les divers points, qui sont au nombre de 5, sont examinés. Premièrement, Blum annonce les futures lois sur les 40 heures et les congés payés. Deuxièmement, le contenu du futur texte de loi sur les conventions collectives, avec délégués du personnel élus à la demande des patrons et liberté syndicale à la demande de la CGT. Troisièmement, les salaires seront augmentés de 7 à 15%. Quatrièmement, pas de sanctions pour fait de grève. Enfin, cinquièmement, la CGT s'engage à faire reprendre le travail quand les clauses des accords Matignon seront acceptées. Je vous propose d'écouter maintenant un long extrait de cette allocution. En entendant la chétive voix de Léon Blum, je n'ai malheureusement retrouvé qu'un extrait de ce texte, car si j'avais possédé le texte complet, bien entendu, c'est ce texte-là qui serait passé en introduction, et je n'aurais pas pris la peine de le lire moi-même.